Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Salariat Souverain. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de vidéos intitulée « Où partir en Asie du Sud-Est quand on est ?» 3 points de suspension et c'est à vous de remplir le blanc avec le nom d'une personnalité. Et pour ce premier épisode, on va prendre un cas très particulier, l'écrivain Alain Soral, une légende vivante du commentaire politique, inégalable en termes de popularité sur les réseaux sociaux et auteur de nombreux ouvrages, condamné en France et en Suisse et actuellement réfugié en Russie. Alors pourquoi lui? Parce qu'au-delà du personnage lui-même, ce qui est intéressant, c'est le profil qu'il représente, une personnalité extrêmement controversée dans les médias de grand chemin, mais absolument adorée partout ailleurs. Il est à la fois accusé d'être le parrain de l'extrême gauche et de l'extrême droite, une ambivalence qui rappelle le travail de Jean-Jacques Rousseau, personnalité à la fois revendiquée par la gauche et la droite, ce qui veut dire que c'est un homme transcourant. Il est sous mandat d'arrêt en France avec de la prison ferme qui l'attend. Il s'attaque à tous les sujets géopolitiques brûlants et sensibles, notamment le sujet des sujets, c'est-à-dire le lobby qui n'existe pas mais qui fait peur à tout le monde. Et surtout, il pourrait chercher un pays où vivre tranquillement pour pouvoir continuer à s'exprimer tout en évitant de se faire neutraliser. Et si ce pays pouvait être plus clément que la Russie en termes de météo et plus accueillant en termes de population, eh bien je ne vois pas une meilleure région du monde que l'Asie du Sud-Est. Alors l'objectif de cette vidéo n'est pas de défendre le personnage ni de parler de ses idées puisqu'il y a d'innombrables podcasts, livres et articles autour de sa pensée. En plus, je n'ai pas raconté ce que je pense et tout le monde, j'imagine, s'en fout de mon avis, comme moi je m'en fous de celui des autres. Le but, c'est plutôt de comprendre quels sont les pays d'Asie du Sud-Est qui correspondent à un profil comme le sien, quels visas sont disponibles à son âge, quels pays tolèrent les discours géopolitiques et lesquels coopèrent fortement avec la France ou la Suisse en termes d'extradition et lesquels deviennent aussi très risqués pour quelqu'un de médiatiquement exposé. Et il faut comprendre une chose très importante de prime abord, c'est qu'en Asie du Sud-Est, beaucoup de pays tolèrent qu'un étranger parle de politique internationale, par exemple de la Palestine occupée, de l'Occident collectif, du Sud global, des rapports de force, des réseaux de pouvoir, tant qu'il ne touche pas aux affaires internes du pays d'accueil. Parce qu'ici, critiquer le gouvernement local, la monarchie, les équilibres ethniques ou la religion dominante peut très rapidement devenir un problème et vous risquez au mieux une amende, au pire la prison et la déportation. Donc la vraie question n'est pas de savoir quel pays offre la liberté absolue, puisque par définition ça n'existe pas, mais d'identifier un endroit où un profil comme celui d'Alain Soral peut vivre discrètement, légalement et durablement, sans attirer l'attention des autorités locales. Et pour répondre à cette question, on va examiner les principaux pays d'Asie du Sud-Est, l'un après l'autre. On va commencer par la Malaisie. Et honnêtement, c'est probablement l'un des pays les plus cohérents de toute la région, parce que la Malaisie combine à la fois, la stabilité économique et politique. Ce n'est pas un pays sous sanctions comme la Russie, Cuba ou le Venezuela. On peut utiliser ses cartes bancaires, acheter des biens immobiliers, même en tant qu'étranger, ouvrir un compte en banque, y compris en devises étrangères. 2. La discrétion. Personne ne se mêle de vos affaires tant que vous laissez les autres vivre en paix. Ils ont d'ailleurs une belle formule en anglais, live and let live, vis et laisse les autres vivre. Et ça vient surtout de la composition multiculturelle de la population qui fait que tout le monde se tolère et se respecte. 3. Le confort de vie. On peut avoir un condo avec piscine et salle de sport pour pas grand-chose, tout en habitant à côté d'un centre commercial et une station de métro. 4. La société est relativement conservatrice. Le respect des aînés et des femmes en particulier est important. Il y a des mots qui veulent encore dire quelque chose ici comme la dignité, l'honneur, le respect et la parole donnée. Des choses qui, hélas, ne veulent plus rien dire en France. 5. Le coût de la vie. C'est très raisonnable, surtout pour la nourriture et le transport. Par exemple, un budget de 2 000 € par mois, comprenant absolument toutes les dépenses, est largement suffisant pour une personne. Enfin, et surtout, il y a une grande tolérance pour les discours géopolitiques internationaux, notamment autour de la Palestine, la Russie, l'Iran.
et à peu près tout ce qui anime l'actualité. D'ailleurs, il faut savoir que la Malaisie est un pays à majorité musulmane, où la cause palestinienne est extrêmement importante pour la population et même au sein de la classe politique, toutes tendances confondues. Les Malaisiens qui manifestent dans la rue ou qui soutiennent financièrement les Palestiniens ne sont pas inquiétés par les autorités. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, quand le guide suprême iranien a été assassiné par la coalition israélo-américaine en février dernier, le Parlement malaisien a tenu une minute de silence. Sur le passeport malaisien, il est clairement indiqué que ce document est valable pour tous les pays du monde entier, sauf Israël. Les Israéliens ne peuvent pas non plus venir ici en Malaisie en tant que touristes. Donc de ce point de vue, Alain Soral a un pays objectivement allié. Donc grosso modo, dénoncer l'occupation israélienne ou parler du monde multipolaire, des BRICS ou du Sud global ne choque absolument pas comme en France, où les réseaux d'influence et les rapports de force sont totalement différents. En revanche, il y a une ligne rouge très claire à ne jamais franchir. La politique intérieure malaisienne est un droit strictement réservé aux citoyens. Vous êtes ici en tant qu'invité ou visiteur et on ne s'attend pas du tout à ce que vous donniez des leçons de vie à des gens sur le fonctionnement de leur pays ou leurs institutions de manière générale. D'ailleurs, quand on se fait des amis, il faut toujours attendre qu'ils ramènent eux-mêmes des sujets politiques à la conversation pour voir s'ils sont à l'aise pour débattre ou pour échanger des points de vue différents. Alors, est-ce qu'ils risquent l'extradition, notamment avec Interpol? C'est là que ça devient intéressant parce que la Malaisie n'est pas Singapour. Le pays coopère certes sur le plan international, évidemment avec beaucoup de pays, mais on n'est pas sur un système agressif de coopération judiciaire occidentale. Et surtout, je n'ai pas trouvé de traité bilatéral d'extradition structuré et actif avec la France, comparable à certains autres pays. Mais attention, absence de traité ne veut pas dire immunité. Si quelqu'un devient un problème diplomatique majeur, un fardeau dans les relations bilatérales ou commet des infractions locales, tout peut changer. C'est laissé à l'appréciation des autorités, c'est une zone grise. Donc, tant qu'on respecte la loi, qu'on ne fourre pas son nez dans les affaires des autres, généralement les autorités vous laissent tranquille. Maintenant, quel visa pour Alain Soral à 67 ans? Là aussi, la Malaisie est intéressante. Il y a le MM2H, Malaysia My Second Home. C'est le visa le plus logique pour lui. Les avantages sont 1. La longue durée, puisque c'est 5 ans renouvelables à vie. 2. La stabilité, contrairement au visa de 1 ou 2 ans où vous êtes toujours stressé à l'idée qu'on décide arbitrairement de ne pas renouveler votre résidence alors que tous vos papiers sont en règle. 3. L'accès bancaire. Vous avez des banques malaisiennes solides et respectées dans le monde entier. Donc c'est souvent d'ailleurs les mêmes banques à Singapour. Et enfin, bien sûr, je dirais la vie haut de gamme, du standard de vie qu'on a à Paris ou à Lausanne, peut être aussi reproduit en Malaisie, mais avec un décor différent. Il y a la chaleur certes, mais ça fait partie de la carte postale, quoi. Le problème, c'est que le programme MM2H est devenu beaucoup plus difficile d'accès l'année dernière. On parle maintenant de dépôts fixes importants selon les catégories, des centaines de milliers de dollars entre le compte bloqué et l'achat obligatoire d'un condo. Mais pour quelqu'un ayant encore, on va dire, du patrimoine, une bonne audience, des revenus Internet et un soutien populaire, ça reste totalement faisable. La deuxième possibilité de résidence, si on met de côté MM2H, eh bien, il y a 2 variantes peu connues du public, mais qui méritent d'être connues. Il y a la MM2H de Sarawak et la MM2H de Sabah, qui sont 2 provinces malaisiennes orientales. Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas, tout simplement parce que ce n'est pas connu dans la sphère francophone. Alors, Sarawak notamment est beaucoup plus accessible financièrement. Vous avez besoin de 110 000 € en tout et pour tout. La plus grosse partie sera placée dans un compte bloqué qui vous donne la possibilité d'avoir un visa 10 ans et quelques milliers d'euros, on va dire, de frais d'agent pour faire la procédure.
Et honnêtement, pour quelqu'un cherchant discrétion et tranquillité, Sarawak peut devenir extrêmement intéressant. Est-ce qu'Alain Soral peut continuer ses activités médiatiques? Oui, mais avec intelligence. Il pourrait faire des vidéos géopolitiques internationales, parler de la Palestine, commenter sur les affaires françaises, parler de la Russie, recevoir des invités, écrire. Tant qu'il ne transforme pas ça en activisme politique local malaisien ou en manifestation dans la rue, il n'y aura aucun souci. En fait, le vrai problème pour un profil comme Soral en Malaisie, ce n'est pas la police ou la justice, c'est le fait d'être loin du centre médiatique francophone et bien sûr le décalage horaire avec l'audience en France. Mais bon, il y a quand même une communauté francophone sur place. Je pense qu'il saura se faire très rapidement des amis. Il a probablement d'ailleurs des fans. On passe maintenant à un deuxième pays qui pourrait convenir à quelqu'un de politiquement persécuté en Europe, et c'est le Cambodge. Parce que ce pays fonctionne avec une logique très différente de l'Europe occidentale. Donc, ce qu'il demande avant tout, c'est pas d'adhérer idéologiquement au système, ni d'avoir les bonnes opinions. C'est surtout de ne pas créer de désordre local, de ne pas toucher à la politique intérieure et d'apporter de l'argent et ou des investissements. On peut parler en fait de politique, faire des vidéos, parler de la France, parler de la Palestine, critiquer l'OTAN, les États-Unis, parler du fameux lobby. Bref, commenter la géopolitique internationale sans problème. Parce que le Cambodge, encore une fois, ne fonctionne pas selon les obsessions idéologiques occidentales. C'est un autre espace-temps avec des lignes rouges très différentes. Mais si vous êtes intelligent et que vous savez jouer sur les contradictions entre les pays, vous pouvez très bien y vivre tant que vous ne critiquez pas le pays qui vous héberge. Ouais, il faut être vraiment subtil et malin. Alors les sujets à éviter absolument sont le gouvernement cambodgien. Donc très mauvaise idée de critiquer Hun Sen, qui était donc le Premier ministre et l'actuel d'ailleurs président du Sénat, ou critiquer Hun Manet, qui est l'actuel Premier ministre, et bien sûr remettre en cause la légitimité du Parti communiste du pouvoir. Ça, il ne faut jamais aller dans cette direction. Là, évidemment, si vous faites ça, non seulement c'est arrogant de votre part, puisque vous n'êtes pas cambodgien, mais en plus vous grillez tout simplement vos papiers de résidence et vous vous faites déporter. Deuxième gros sujet à éviter, à cause de la douleur que ça provoque ici, notamment chez la population locale, les Khmers rouges. Sujet extrêmement sensible parce que pratiquement toutes les familles ont été touchées et le traumatisme est encore récent. C'est un sujet qui reste politiquement explosif puisqu'il y a encore des responsables qui sont en liberté et beaucoup de victimes qui n'ont jamais été retrouvées. Donc c'est des portées disparues. Et donc, si vous relativisez ou faites de l'humour ou glorifiez le génocide des Khmers rouges, eh bien, je vous le dis tout de suite, c'est une très mauvaise idée et surtout c'est de très mauvais goût. Troisièmement, la monarchie. Alors le roi cambodgien est moins central au Cambodge que son homologue thaïlandais, mais en tant qu'étranger, vous n'avez vraiment aucun intérêt à jouer avec ça. Ne confondez pas l'idiosyncrasie républicaine française avec l'ordre établi ici, qui reste encore traditionnel, avec des nobles, des militaires, des paysans, etc. Enfin, un dernier sujet à éviter, c'est la Chine, parce que c'est un sujet important. Le Cambodge dépend énormément économiquement, politiquement et stratégiquement, notamment en termes de construction d'infrastructures de Pékin. Et ces investissements, les investissements donc chinois, sont colossaux et visibles partout dans le pays. Donc transformer sa chaîne YouTube en plateforme anti-chinoise pourrait devenir problématique, même en français, puisque on surveille de très près toutes les publications sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que quelqu'un comme Alain Soral risque l'extradition s'il s'établit au Cambodge? Eh bien, le Cambodge coopère beaucoup moins naturellement avec l'Europe occidentale que, par exemple, Singapour. Donc ce n'est pas automatique. Il n'a pas le même automatisme juridique que les pays européens entre eux. Et ça reste un pays très relationnel, c'est-à-dire basé sur les faveurs. Donc, pour quelqu'un de discret, le risque est très faible.
Par contre, si la demande venait de la Chine et que vous êtes chinois, là c'est autre chose. Je vous le dis, c'est chaud pour vos miches, quoi. Donc quelqu'un comme Alain Soral pourrait probablement vivre très tranquillement au Cambodge, tant qu'il reste discret, évite la politique locale et rien d'autre. Alors on va passer maintenant à la partie visa. À 67 ans, Alain Soral aurait accès très facilement au visa retraite ER, qui porte d'ailleurs le même nom que son association, c'est assez drôle. Alors comment ça fonctionne? Vous venez dans le pays, vous demandez à l'arrivée le visa classe E, ça coûte 35 $ et c'est valable 30 jours. Et surtout, il ne faut pas demander le visa T, le visa touriste, puisque celui-là n'est pas renouvelable. Avec le visa E, vous pouvez soit demander le visa retraite, soit le visa business, EB, et des extensions longue durée jusqu'à 1 an. Pour avoir le visa retraite ER, il faut avoir plus de 55 ans, ne pas travailler au Cambodge et montrer des revenus ou des économies suffisantes. Alors tout ça se fait avec une agence, je vous rassure, vous n'avez rien à faire. Il y en a partout d'ailleurs à Phnom Penh. Et on vous demande une preuve de 1 500 $ de revenus mensuels minimum. L'extension du visa peut se faire pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois et ça coûte 300 $ par an. Alors évidemment, il vaut mieux faire la version de 12 mois. En plus, elle vous donne la possibilité d'entrer, de sortir. Donc c'est un visa multi-entrée sans qu'on vous dérange. Ça permet de vivre au Cambodge, de voyager librement, de revenir sans refaire toute la procédure à chaque fois. Donc faites le visa de 12 mois, vous êtes tranquille. Alors, quel serait le budget réaliste pour vivre? Une vie simple d'expat coûte entre 1 200 et 1 800 $ par mois. Avec ça, vous avez une vie confortable. Condo moderne, resto de manière occasionnelle, la climatisation bien sûr, une assurance santé et des transports en taxi. Deuxième option de résidence au Cambodge, le Cambodia My Second Home. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et honnêtement, c'est probablement le programme de résidence le plus flexible d'Asie du Sud-Est aujourd'hui. Vous avez 10 ans de résidence renouvelable, la possibilité de fonder un business local, l'ouverture de comptes bancaires en tout genre. Petite anecdote d'ailleurs, vous pouvez ouvrir un compte bancaire au Cambodge sans visa. Il ne vous demande même pas une preuve de résidence ou la preuve des fonds. Essayez, vous allez voir. Et donc, après 5 ans de résidence avec Cambodia My Second Home, vous avez le droit de demander le passeport cambodgien, c'est-à-dire d'être naturalisé. Ce qui est d'ailleurs proprement unique, puisque absolument aucun pays sud-est asiatique n'accorde sa nationalité à des Européens. Les nouvelles conditions de 2026 sont nettement plus avantageuses que celles de l'année dernière. Donc attention, beaucoup d'informations sur Internet sont maintenant caduques. Auparavant, il fallait 100 000 $ minimum d'investissement. Aujourd'hui, ça coûte 50 000 $, donc moitié moins. Alors comment ça se passe concrètement? Vous avez 3 options. Soit vous faites un don à l'État, 50 000 $ américains non remboursables. C'est l'option la plus simple administrativement. Vous recevez tout de suite un visa de 10 ans. Soit vous achetez un bien immobilier réservé aux étrangers, donc un condo avec piscine et salle de gym. Les moins chers sont à 85 000 $ en ce moment. Et enfin, donc tant que vous possédez ce condo, vous gardez le visa bien sûr. Et enfin, il y a l'option du dépôt bancaire dans un programme d'investissement agréé par l'État. Et ça va entre 170 000 et 250 000 $ selon le programme. Donc c'est tout pour les avantages et les visas. Maintenant, il faut être honnête sur les difficultés de ce pays, et notamment l'Internet, l'électricité et les infrastructures numériques, parce que ça, ceux qui fantasment sur le Cambodge l'oublient complètement. Je ne le vois nulle part. Parce qu'en regardant Phnom Penh, les condos modernes, les piscines sur toit terrasse, les cafés branchés, etc., on pourrait croire que le pays est devenu une sorte de mini Singapour low cost. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Internet est correct à Phnom Penh, acceptable, on va dire, dans certaines zones expat, mais beaucoup moins stable qu'en Thaïlande ou en Malaisie ou même en Indonésie. Pour quelqu'un qui fait des vidéos
des directs ou qui téléchargent des contenus lourds, ça peut devenir très rapidement frustrant, surtout hors Phnom Penh et dans les provinces rurales. Ensuite, il y a les coupures d'électricité assez fréquentes malheureusement. Dans les bons condos, il y a des générateurs qui limitent le problème, qui prennent la relève quand il y a une coupure, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Et ce qui fait que dès qu'on veut vivre plus isolé ou en province ou aller avoir une logique de retraite discrète, je dirais que le confort baisse drastiquement. Là, vous ne profitez vraiment plus de votre temps. Vous passez votre temps à galérer et à appeler voilà, la société qui fournit votre résidence en électricité. Donc ça ne vaut pas le coup. Je passe maintenant au système médical, très important pour quelqu'un qui a 67 ans. Le Cambodge n'a pas de très bons hôpitaux. Et dès qu'il s'agit d'opérations compliquées, d'examens médicaux lourds, tous les expats vous le diront, ils vont à Bangkok, à Kuala Lumpur ou à Singapour selon leur assurance maladie. Enfin, dernier inconvénient, et pas des moindres, la corruption et l'arbitraire qui règnent dans le pays. Les règles ne sont jamais claires. Tout dépend à qui vous vous adressez. Parce qu'en fait, le Cambodge fonctionne énormément au relationnel, à l'argent et au réseau. Donc ça peut être un avantage, par exemple, pour renouveler son visa et acheter un appart de luxe, mais aussi un énorme fardeau, vraiment un gros boulet si vous êtes sur une liste noire et qu'ils ne veulent pas vous aider. Les règles donc ne sont pas toujours prévisibles et je dirais que mon verdict pour un profil comme celui d'Alain Soral, le Cambodge est probablement le pays le plus souple, le plus discret, le plus accessible administrativement de toute l'Asie du Sud-Est. C'est probablement le pays ou le seul qui peut offrir la nationalité et offrir une résidence très longue sans poser trop de questions. On va maintenant passer au dernier pays de la liste, les Philippines. Et très clairement, en tout cas pour tous ceux qui y vivent, ils vous le diront, c'est le pays le plus facile, humainement parlant. On se fait tout de suite des amis, tout le monde parle anglais et dans des endroits, on va dire, dans les endroits aisés de la capitale, le mode de vie est très occidentalisé, plutôt d'ailleurs américanisé culturellement. La population est chrétienne au nord, musulmane au sud, et le mode de vie en termes d'information, films, musique est extrêmement connecté aux États-Unis. Donc ce n'est pas du tout le même monde que le Cambodge ou la Malaisie, où vous avez vraiment une expérience beaucoup plus exotique, voire même déroutante parfois. Alors, est-ce qu'on peut parler librement aux Philippines? La réponse est un grand oui. On peut faire des vidéos sur la géopolitique, critiquer l'UE, critiquer les guerres impériales, la colonisation en Palestine, tant que le sujet est externe et pas dirigé contre les Philippines. Les sujets qu'il faut absolument éviter, c'est parler du président actuel ou de ses prédécesseurs, critiquer les religions locales bien sûr, ou prendre parti dans les conflits internes. Comme c'est un pays chrétien où l'Église joue un rôle social important, tout discours théologique provocateur peut être interprété comme une attaque frontale contre le christianisme et alerter les autorités. Encore une fois, pourquoi le faire? C'est stupide et impoli, mais en même temps, il y a tellement de laïcards et arrogants en France qui prennent du plaisir à insulter le sacré que ce qui semble évident ou logique, en fait, ne l'est pas pour tout le monde. Donc je le rappelle. On a aussi les questions américaines et militaires. C'est un sujet sensible aux Philippines parce que le pays abrite des bases militaires américaines et reste très proche stratégiquement des États-Unis pour faire face à la Chine qui occupe une partie importante de son espace maritime. Donc tout discours anti-américain agressif ou jugé trop extrême par les autorités pourrait attirer plus d'attention qu'au Cambodge par exemple ou en Malaisie, où la liberté de critiquer les États-Unis est un non-sujet en fait clairement et laisse plutôt indifférent. On arrive maintenant au point de l'extradition et la coopération avec Interpol. Alors, les Philippines deviennent en fait, on va dire, plus nuancées ici. Pourquoi? Parce que la coopération est forte avec les États-Unis
mais elle est quasi inexistante avec beaucoup d'autres pays. Donc l'influence occidentale est énorme sur l'élite qui gouverne le pays, ce qui fait que quand il y a une demande qui vient d'un pays occidental, elle est prise au sérieux, mais beaucoup moins si elle vient d'ailleurs. Donc pour une personnalité médiatique, controversée dans son pays d'origine et politiquement engagée, il peut y avoir des pressions diplomatiques pour qu'on ne renouvelle pas, on va dire, les papiers de résidence, par exemple, qu'on demande gentiment à la personne de partir. Ça, c'est un risque. Néanmoins, il y a quand même des avantages. Premièrement, c'est déjà l'anglais, donc ça change tout. Donc si vous êtes retraité et que vous êtes créateur de contenu, un Européen d'un certain âge qui n'a pas envie d'apprendre la langue locale, eh bien tout, absolument tout, fonctionne avec l'anglais. Vous avez l'administration, les hôpitaux, Internet, le business. Donc l'intégration quotidienne est beaucoup plus simple qu'au Cambodge par exemple. En termes de visa, le pays possède un vrai programme de retraite qui s'appelle le SRRV, Special Resident Retirees Visa. Pour quelqu'un qui a plus de 50 ans, plusieurs options existent. L'option classique, le dépôt bancaire, environ 20 000 $, ou alors prouver qu'on a une pension de 800 $ minimum si on est seul, ou 1 000 $ pour un couple. Et là, le dépôt bancaire demandé descend à 10 000 $, donc là, la moitié. Les avantages sont massifs et inégalables ailleurs en Asie. Avec le SRRV, vous pouvez avoir la résidence permanente. Très peu de pays l'offrent en Asie. Entrer et sortir librement, l'ouverture évidemment d'un compte bancaire et l'achat d'un condo. Et honnêtement, administrativement, c'est beaucoup plus solide que le Cambodge. Au niveau budget, on a une vie correcte pour 1 500 $ par mois. Et à partir de 2 000 $ par mois, vous pouvez avoir un vrai confort à Manille, à Cebu, vivre dans un quartier sécurisé pour expats ou dans un condo avec une piscine et une salle de gym et à côté des centres commerciaux. Les inconvénients, par contre, les inconvénients sont assez nombreux pour les Philippines, malheureusement, parce que, il y a les coupures d'électricité. Rien qu'en ce moment, les Philippines vivent une crise historique. Il n'y a tout simplement plus assez de pétrole pour tout le monde. Et donc le gouvernement est obligé de faire de l'arbitrage, de décider où va le fioul. Les gens vont au travail à pied ou à vélo. Dans certaines zones, il n'y a plus de transport en commun et les stations à essence donc, sont fermées. Il y a aussi des catastrophes naturelles avec les typhons qui sont assez saisonniers, assez réguliers. Ils reviennent d'ailleurs chaque année et à chaque fois, ce sont les mêmes dégâts qu'on observe. C'est-à-dire que le gouvernement en fait n'apprend pas des erreurs du passé, comme par exemple au Japon où il y a vraiment une vraie culture de la prévention. Les pertes humaines malheureusement peuvent être assez terrifiantes et le pays s'arrête, c'est-à-dire la zone qui est frappée est totalement paralysée. Au niveau de la sécurité, vos amis philippins vont tout de suite vous dire où il ne faut surtout pas aller, surtout dans des endroits de no man's land, où la police n'existe pas, où il n'y a pas de loi, où c'est des gangs qui s'affrontent de manière continue. Il y a aussi des cas de kidnapping d'étrangers pour demander des rançons. Donc le choix de la région est extrêmement important. Alors mon verdict pour les Philippines, c'est qu'il pourrait offrir à Alain Soral une vie facile humainement, surtout avec l'anglais, une bonne communauté d'expats, il y a beaucoup de francophones là-bas, un vrai visa retraite stable, il ne faut pas stresser chaque année pour renouveler ses papiers. Il pourrait même se mettre avec une Philippine s'il veut, puisque c'est des latines. Mais bon, le décalage horaire, on va dire, avec l'Europe, la faiblesse de l'infrastructure, l'influence occidentale sur le pays peut rendre le pays moins sûr pour un résistant politique qui cherche une expatriation pérenne. Je finirai par dire que je n'ai pas inclus la Thaïlande, l'Indonésie et Singapour dans la liste pour une raison très simple, c'est que ces trois pays coopèrent avec l'UE en matière d'extradition et même si c'est masqué par des procédures légales, l'issue est toujours la même. En ce qui concerne la Birmanie, il n'y a tout simplement plus d'État là-bas. C'est un État failli avec des guérillas internes, donc il est hors de question d'aller dans ce genre d'endroit. Enfin, j'ai aussi exclu le Laos parce que c'est un pays qui a les problèmes du Cambodge multipliés par 20, sans les avantages en termes de visa et de confort, donc ça ne sert à rien. Voilà donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a non seulement amusé, mais que ça vous a aussi appris des choses sur cette très belle région du monde. Si ce sujet
a du succès, eh bien la prochaine personnalité sera également un poids lourd en termes de notoriété, puisqu'elle fait face aux mêmes adversaires qu'Alain Soral et qu'elle vient de prendre 18 ans de prison en France, c'est Tariq Ramadan. On verra donc selon le profil où est-ce qu'il pourrait s'installer. Je vous demande d'ici là de vous abonner s'il vous plaît, car c'est comme ça que vous pouvez me soutenir puisque je ne vends ni formation ni service. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.